Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Cet oral est consacré à l'exécutive MBA de Toulouse Business School. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions franchement et juger de l'intérêt pour vous de ce programme. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à Toulouse Business School. Jacques Digou, vous êtes le directeur académique de l'exécutive MBA. Bonjour. Bonjour. On vous laisse les 2 premières minutes pour introduire cet oral, c'est le speech. C'est à vous. Effectivement, je m'appelle Jacques Digou, je suis le directeur académique de cet exécutive MBA de Toulouse Business School. Toulouse Business School est une école de management parmi les grandes écoles françaises de management. Elle a comme particularité d'être basée à Toulouse, comme son nom l'indique, mais aussi d'être basée à Casablanca, d'être basée à Barcelone et d'être basée à Paris. Nous développons des programmes dont un executive MBA, un DBA, et ce soir on va parler des spécificités de ce MBA en essayant de montrer comment on tire profit de nos spécificités sur les différents campus, de nos spécificités dans un secteur qui est un secteur fortement industriel autour de Toulouse, de nos spécificités sur les capacités à mélanger des étudiants qui sont de nationalités différentes. Je suppose qu'on va retrouver tout ça dans vos questions. Très bien, vous connaissez les règles, maintenant on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer toutes vos questions pour faire en sorte que cette heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous. Mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Bonjour. Doit-on choisir son parcours dès l'admission dans le programme? Y a-t-il des prérequis pour intégrer tel ou tel parcours, comme celui de l'aerospace management par exemple? Alors de quoi on parle déjà? Parcours, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vous propose, c'est en 30 secondes de vous donner le schéma du programme. 300 heures de fondamentaux du management, suivi de parcours de spécialisation, un parcours dans le domaine aérospace, un parcours dans le domaine du consulting, un parcours dans le domaine du management stratégique, un parcours dans le domaine de l'innovation et de la créativité, un parcours dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. À chaque fois que l'on fait un parcours, c'est un vrai parcours de spécialisation qui dure 120 heures, qui est appuyé par des professionnels du domaine et qui permet de faire cette espèce de quadrature du cercle que l'on cherche tous dans les MBA, à savoir avoir une approche généraliste, 360 degrés du management, et quand même une spécialisation, soit sur un secteur, soit sur un métier. Donc pour répondre à la question plus précisément, est-ce qu'on peut complètement changer de carrière grâce à ce MBA? Par exemple, si je travaille dans le textile, est-ce que je peux prendre le parcours Aerospace Management? Vous pouvez prendre le parcours Aerospace Management, ceci étant, ce ne serait pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée quand on arrive à un MBA de changer complètement de parcours. C'est de spécialité, de background. Il ne faut pas oublier tout ce que vous avez fait avant. La question, c'est est-ce qu'il faut choisir son parcours dès l'admission dans le programme? Certains choisissent avant de rentrer dans le programme. Ils savent qu'ils viennent dans ce MBA parce que ils veulent faire un approfondissement dans le domaine du consulting ou ils veulent faire un approfondissement dans le domaine de l'aéronautique. Donc ils arrivent avec cette idée-là, fortement ancrée, et dans le processus de sélection, il y a toute une partie où on discute avec eux du projet professionnel qui va se dérouler dans le MBA. Donc on valide ce choix-là avec le candidat. C'est-à-dire vous validez, vous pouvez aussi invalider, vous pouvez lui dire non, ça c'est pas pour vous? On discute ensemble, oui. C'est peut-être qu'on reviendra à un moment donné sur la sélection qui est un peu particulière en MBA. Donc oui, on choisit avant pour certains cas, pour d'autres cas non. C'est-à-dire que quand il y a des hésitations, par exemple entre l'aérospace et le consulting, je veux faire du conseil dans le domaine aéronautique et spatial. Est-ce que je prends parcours aérospace ou est-ce que je prends parcours consulting? Donc à ce moment-là, l'hésitation, eh bien, on la laisse mûrir avec les premiers cours du programme et surtout on la laisse mûrir avec le coaching individuel. Chaque participant du MBA est coaché à titre individuel du départ du programme jusqu'à la fin du programme 24 mois après par
des personnes qui sont issues de cabinets de recrutement. Donc ils peuvent affiner leur projet professionnel avec un coach. Ils affinent le projet professionnel, oui. En gros, il faut avoir choisi à la fin du premier trimestre. Donc fin du premier trimestre, là, si on n'a pas choisi, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe parce que les cours des parcours commencent à ce moment-là. Donc, Et en termes de prérequis, du coup, il n'y en a pas? Il n'y en a pas, sauf pour le parcours aérospace qui est en anglais. Donc il faut un bon niveau anglais. Bon niveau anglais, ça veut dire 700 points au TOEIC. D'accord. Comment composez-vous les promotions? Vous dites que vous y apportez un soin particulier. Alors effectivement, on apporte un soin particulier à plusieurs niveaux dans les promotions. Je vais commencer par le plus facile. On ne dépasse jamais 30 candidats par participant par groupe. Le maximum, c'est 30. Par groupe, c'est-à-dire par promotion? Par groupe d'étudiants. On peut avoir plusieurs groupes en parallèle. On a un groupe à Casablanca, un groupe à Toulouse. On peut avoir un deuxième groupe à Toulouse, un autre à Paris. Bon, actuellement, on a 31 étudiants à Toulouse parce que on s'est un peu fait avoir sur la réponse à un jury. Et donc, on a dérogé. C'est la première fois en 14 ans que l'on déroge. On a 31 candidats au lieu d'en avoir 30. Mais donc, quand vous dites par groupe, c'est-à-dire un groupe représente une promotion en quelque sorte. Oui, ils vont tout faire ensemble, suivre les mêmes cours, oui. Ils n'ont pas d'interaction avec les autres groupes. Ils ont des interactions avec les autres groupes dans une partie du programme qui s'appelle les semaines de regroupement international. Oui, on aura l'occasion d'y revenir. On remélange nos étudiants. Donc, si vous êtes à Paris ou à Toulouse dans votre groupe, vous ne serez pas plus de 30 étudiants. Voilà, donc ça, c'est la réponse. Combien dans le groupe? Le soin particulier. Ce qui fait la qualité d'un MBA. Quelle que soit l'école, quel que soit le programme, un vrai MBA, un bon MBA, s'il faut le dire comme ça vient pour partie des participants. Des participants qui doivent être à la fois homogènes sur leur profil, sur leurs attentes. Leur profil, ça veut dire une expérience professionnelle. Donc la moyenne de nos MBA depuis qu'ils existent, c'est 13,8 ans d'expérience professionnelle, avec un minimum qui est autour de 5-6 ans, et un maximum qui est autour de 13-14 ans d'expérience professionnelle. Et au niveau des profils, justement, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, vos étudiants? Alors, ils peuvent avoir été créateurs d'entreprises. Donc, on a des gens qui ont créé des entreprises et qui viennent dans un MBA chercher le recul, la consolidation, les compléments académiques qui leur manquent. On a des gens, la majorité, qui sont des opérationnels, qui à un moment donné ont besoin de prendre du recul. Je suis dans le domaine de la vente, je veux savoir ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Je suis un ingénieur, je veux savoir pour accompagner des projets ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Voilà. C'est le corps du programme, c'est celui-là. Des gens qui ont une forte spécificité professionnelle, une forte compétence professionnelle et qui viennent chercher un complément. Le complément étant cette prise de hauteur sur les différentes connexions qu'il peut y avoir entre les matières de gestion. J'en viens à la question, ça veut dire quoi un soin particulier? Ça veut dire concrètement, vous faites des quotas, vous avez tant de personnes à prendre dans le secteur des opérationnels, tant de personnes à prendre pour les créateurs d'entreprises, comment ça se passe? Quotas, non. On ne fait pas de quotas. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, on s'attache à avoir un groupe qui est, alors c'est bizarre ce que je vais dire, qui est à la fois homogène, parce que ce sont tous des professionnels qui ont tous une expérience professionnelle. Cette expérience professionnelle, elle leur a permis de manager des ressources, des hommes, du temps, de l'argent, de la matière. Mais ça, pour le coup, c'est le cas de tous les exécutifs MBA. C'est le cas de tous les exécutifs MBA. De tous les bons exécutifs MBA sont comme ça. Il y a de tout en MBA. S'il y a bien un programme sur lequel il faut faire attention, c'est le MBA. Parce que n'importe qui peut monter un MBA. Bon, alors disons, c'est le cas de tous les bons exécutifs MBA. De tous les bons exécutifs MBA, entre autres accrédités en bas, c'est une garantie. Et qu'est-ce que vous faites différemment des autres bons exécutifs MBA, justement? Alors, sur la sélection, à la fois, il faut que ce soit homogène, à la fois, il faut aussi que ce soit différent. Parce que moi qui suis ingénieur et qui depuis 10 ans travaille dans une entreprise qui fait de l'industriel, eh bien j'ai à récupérer de l'expérience de ces gens qui viennent des métiers du conseil, de ces gens qui ont créé une entreprise. Donc il faut à la fois que ce soit homogène en termes de profil et d'attente, mais aussi que ce soit hétérogène en termes de secteur, en termes de parcours, en termes d'international, en termes de... Et l'alchimie d'une sélection, c'est celle-là. C'est d'essayer d'avoir un groupe de 30 personnes qui à la fois est cohérent
et qui à la fois est diversifié pour que l'on puisse, nous quand on anime nos séances, faire ressortir ces expériences et faire échanger les étudiants entre eux et s'enrichir mutuellement. Mais concrètement, ça veut dire que si je postule, je suis ingénieur, vous avez déjà choisi une dizaine d'ingénieurs, vous allez plutôt privilégier quelqu'un qui a fait du conseil avant? C'est possible, oui. Ouais. Donc ça peut me desservir en tant que candidat. Oui. Vaut mieux être original, quoi. Si vous candidatez trop tard. Non, il ne faut pas être original, parce qu'un groupe avec 30 personnes qui ne seraient que des originalités, ça ne marcherait pas. Donc c'est les premiers servis, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne? Il faut mieux candidater tôt. C'est plus facile de candidater tôt, oui. Oui. Vos process workshops sont-ils autre chose que des cas pratiques en entreprise? Alors, ce sont des cas pratiques, donc ça c'est vrai. En entreprise, oui, parce que ça se passe concrètement en entreprise. C'est le staff de l'entreprise qui vient et qui apporte le sujet et qui laisse travailler les étudiants et revient après écouter les recommandations des étudiants. Pour illustrer, si vous voulez, je vous prends un ou deux exemples. Cette année, on fait un process workshop pour une entreprise qui est dans le domaine de l'agroalimentaire. Ils produisent des biscuits, quelques millions de biscuits par an. Vous ne les connaissez pas, vous n'avez jamais vu leur nom parce que dans la grande distribution, ils n'apparaissent pas, jamais sous leur marque. Par contre, ils ont un client majeur pour qui ils fabriquent et qui lui est une marque que vous voyez dans tous les bons magasins. Ils ont décidé de monter une joint venture pour aller aux États-Unis commercialiser leurs produits. Et ils sont venus devant le MBA en disant aux étudiants comment peut-on s'associer avec ce client pour aller aux États-Unis, sachant que nous, on sait produire et on est très bon en production, que eux ne savent absolument pas produire, ils sont très bons en marketing. Quel est le risque pour nous de nous adosser à quelqu'un qui est tellement meilleur que nous en marketing, alors que nous n'avons que la partie production? Donc ça, c'est un exemple de ce que peut ça, être c'est un exemple très concret de ce qu'est un process workshop. Mais concrètement, vous avez anglicisé ça, mais c'est bien un cas pratique en entreprise. Alors, on l'a anglicisé volontairement parce que quand on dit un cas d'entreprise, c'est sans l'entreprise. Je viens, j'explique ce que c'est, je vous explique l'entreprise, je vous donne des documents sur l'entreprise, je vous donne tous les éléments, papier, vidéo, ce que vous voulez, pour que vous simuliez le mieux possible le fonctionnement de l'entreprise. Alors que là, c'est pas ça. Là, vous avez en face de vous le patron, les cadres de l'entreprise. Il y a une obligation de résultat à la fin? Il y a une obligation de résultat à la fin, puisqu'ils reviennent et ils écoutent les conseils que vous allez leur donner. C'est combien de fois par an, ces process workshops? Il y a au total 12 process workshops sur l'ensemble du programme. Sur les 40 modules, il y en a 12 qui sont format process workshop. Et ce ne sont pas les étudiants qui choisissent les entreprises, c'est vraiment vous qui imposez telle entreprise, tel projet? Oui, c'est nous qui l'imposons parce que, vous doutez bien dans l'exemple que je vous ai donné, que ça ne sort pas du chapeau comme ça, qu'il faut vraiment préparer la chose. Et il y a un gros travail de préparation en amont. C'est aussi pour ça qu'on amène nos étudiants sur nos campus, parce que sur nos campus, avec nos corps professoraux à Barcelone, à Casablanca, à Toulouse et à Paris, on maîtrise le contact avec les entreprises et on peut travailler en amont le détail de ce qui va se passer pendant un process workshop. On ne pourrait pas le faire si on allait à l'étranger dans un environnement que l'on ne connaît pas suffisamment. Quelle approche du management avez-vous? Après une école de commerce et plusieurs années d'expérience en tant que manager d'une équipe conséquente, quelles compétences supplémentaires prétendez-vous m'apporter? Alors, concrètement, un candidat comme ça, qui est déjà assez expérimenté, qu'est-ce qu'il va pouvoir gagner à venir se former chez vous? Je vais vous prendre l'exemple d'un monsieur que j'ai rencontré l'an dernier, qui maintenant est dans le programme, qui est un DSI d'une grande banque. Il est venu chez nous faire un MBA à pas tout à fait une cinquantaine d'années, pratiquement, donc grosse expérience professionnelle de DSI. Il est venu chez nous parce qu'il a eu besoin d'actualiser ses compétences en gestion, au sens large. Il est venu chez nous parce que son métier a évolué. Il n'est plus DSI dans son service, il est amené à faire du conseil pour les différents services de la banque. Et il est venu chez nous parce qu'il a eu besoin de mettre en place les connexions entre les différentes matières de gestion. Il connaît la finance, il connaît le système d'information, il connaît les ressources humaines,
Il a besoin d'approfondir en ressources humaines. Il a besoin de connecter les systèmes d'information, la finance avec les ressources humaines. Et pour le coup, c'est vraiment utile pour quelqu'un qui a un changement de responsabilité, pour quelqu'un qui ne souhaite pas changer de poste ou qui est bien dans son poste. Est-ce qu'il y a un intérêt? Dans ce que je vous ai dit, il n'y a pas que changer de responsabilité. Il y a actualiser des compétences qu'il a eues il y a X années. Oui, le monde a bougé. Payer 40 000 € pour actualiser des compétences, ce serait une erreur. Ce serait une erreur de payer 40 000 €. Il faut venir payer 25 puisque le MBA est à 25. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler du prix. Tout à fait, c'est moins cher. Mais payer 25 000 € quand même pour actualiser les compétences, est-ce que ça vaut le coup? Vous pouvez me dire non, vous pouvez me dire non, c'est plutôt pour des gens qui veulent évoluer. Moi, je pense que ça vaut le coup d'actualiser ces compétences. Après, il y a 36 façons de les actualiser. Soit vous voulez les actualiser sur un point particulier, les normes IFRS. C'est pas raisonnable d'aller faire un MBA pour approfondir sur les normes IFRS. Si vous voulez actualiser vos compétences et mettre en relation toutes ces matières de gestion, je pense qu'un MBA, c'est le bon outil pour arriver à faire ça, oui, effectivement. Et donc, sur les compétences en management, pour reprendre la première partie de la question, est-ce que vous avez une approche spécifique du management, des compétences de leadership, ou finalement c'est une approche assez classique qu'on retrouve dans tous les MBA? Alors, il y a deux éléments dans notre façon d'appréhender le management. Il y a un premier élément, c'est que c'est du développement personnel, c'est du leadership pour une grande partie. C'est la capacité à mobiliser, à faire travailler des équipes, à donner du sens. Voilà, donc effectivement, ça c'est une vraie croyance, on va dire, des gens qui travaillent sur ce programme-là. Et la deuxième chose, c'est que les matières sont complètement corrélées. On ne peut pas faire du marketing sans avoir des compétences en finance, sans avoir des compétences dans la production. Qu'est-ce que vous entendez par corrélé? Concrètement, comment ça se manifeste? Ça veut dire que toute décision que je vais prendre en marketing va avoir un impact sur les ressources humaines, va avoir un impact sur l'aspect financier de mon entreprise. Voilà. Et ce qui nous motive dans la construction de ce programme, donc très en amont, quand on fait l'ingénierie du programme, c'est d'arriver justement à mettre en place des dispositifs, on a parlé des process workshops tout à l'heure, mais ce ne sont pas les seuls, de mettre en place des dispositifs qui montrent vraiment ces liens-là. Et c'est compliqué de faire ça, parce que quand on le fait entre les murs d'une salle de classe, obligatoirement on est obligé de simplifier. On est obligé de simplifier parce qu'on n'a pas le temps, on est obligé de simplifier parce qu'on n'a pas l'espace pour montrer la complexité des choses. Et c'est pour ça quel dispositif vous avez trouvé, à part les process workshops? Le process workshop en est un. Il y a les semaines de regroupement international aussi, où l'on part sur nos campus avec les étudiants. Je vais vous laisser prendre la question qui s'y rapporte concrètement. Oh, quel bel enchaînement. Quel lien? À quoi servent les semaines de regroupement? Alors, les semaines de regroupement, elles permettent de partir dans un autre environnement avec d'autres étudiants, de remélanger tout le groupe et de poser de nouvelles problématiques. Donc, dans une semaine de regroupement, moi qui fais le MBA, j'ai suivi mon tronc commun de 300 heures, je suis dans un track de spécialisation de 120 heures et pendant mes 5 semaines de regroupement, je peux choisir un panier de cours qui n'a rien à voir, si je le veux, avec mon parcours de spécialisation, mais qui va me permettre d'approfondir quelque chose. Est-ce qu'on peut vraiment approfondir en une semaine? C'est peu quand même pour un approfondissement, justement. En 40 heures, qui me permet de zoomer sur un sujet particulier, par exemple l'innovation et la créativité. Si je vous fais 40 heures sur l'innovation et la créativité avec 2 cours, plus un process workshop, plus une visite d'entreprise, vous aurez une idée qui sera assez précise de ce que peuvent être les techniques d'innovation et de créativité. Donc oui, je pense que c'est un volume horaire. Ça fonctionne comment? On se rend sur quel campus? Est-ce que c'est tout le monde sur un campus ou tout le monde à l'étranger, hors campus justement? Alors, c'est tout le monde à un instant T, pendant une semaine, sur l'un des campus. Une semaine à Paris, puis une semaine à Barcelone, puis une semaine à Casablanca et une semaine à Toulouse. Et une semaine dans le cloud, puisqu'il y a une semaine un peu particulière de regroupement qui se passe sur Internet pour pratiquer vraiment les techniques de travail dans l'environnement digital. Donc, ça se passe, vous choisissez, indépendamment de votre parcours, un thème parmi ceux qui est proposé, et vous êtes remélangé avec d'autres étudiants. Ça veut dire que à cet endroit-là, dans ce campus-là, eh bien, vous allez travailler avec des professionnels marocains, vous allez travailler avec des professionnels chinois, moldaves, puisqu'on a d'autres programmes qui ont la même structure et qui viennent de l'étranger à ce moment-là, sur ces semaines-là. Et vous travaillerez sur des problématiques qui ne sont pas des problématiques d'entreprises françaises, ou en tous les cas qui sont des problématiques d'entreprises implantées à l'étranger. Exemple à Casablanca, création d'une nouvelle unité de production pour les bottes Le Chameau. Bottes Le Chameau, tout le monde connaît cette grande marque qui est une marque française, mais qui est fabriquée
au Maroc, à Casablanca, selon des process qui sont des process français implantés au Maroc. Et la question, c'est comment on fait pour garantir la qualité offshore sur ces process-là qui sont transplantés dans un environnement qui est différent. Ça, on ne peut pas le faire à Toulouse, on ne peut pas le faire à Paris, il faut le faire in situ à Casablanca. Pourquoi je vous choisirais, vous, plutôt que l'exécutive MBA d'Audencia ou de Kedge, qui sont mieux notés dans les classements? Il faut aller, si vous vous en tenez au classement, mais si on ne s'en tient pas au classement, vous imaginez bien qu'on ne va pas s'en tenir au classement. S'il vous pose la question, c'est pour savoir sur quel point vous vous différenciez, comment il peut faire son choix. D'abord, sur les 3 écoles, vous êtes dans un panel qui est cohérent. Ça, c'est important. Il y aurait d'autres noms là-dedans, je ne saurais pas répondre parce que c'est tellement différent, ça ressemble tellement pas que vous ne pouvez pas répondre. Donc là, en tous les cas, vous serez, dans les 3 cas, dans un bon executive MBA. Bon executive MBA, ça veut dire que c'est vraiment exécutive, que c'est une population cohérente d'individus, que ce sont des process d'apprentissage qui sont cohérents pour cette population-là. Et donc, parmi ces bons exécutifs MBA, pourquoi j'irais spécialement chez vous? Alors, parce qu'il y a des tracks de spécialité que vous ne trouvez pas forcément dans les autres MBA, qu'il y a cette double approche, ce que j'appelais tout à l'heure la quadrature du cercle. J'ai à la fois une vision 360 degrés du management et j'ai à la fois une spécialisation sur un domaine. Voilà. Alors il y a des spécialisations qui sont très pointues. Si vous voulez faire de l'aéronautique, de l'aérospace, vous prenez le track aérospace. Si vous voulez faire le cinéma et l'audiovisuel, vous prenez cette chose-là. Parce qu'à chaque fois, on prend la précaution de s'associer avec un professionnel garant du secteur. Bon, l'aéronautique étant basée à Toulouse, c'est vrai que assez naturellement, on est proche d'Airbus, mais c'est pas que Airbus, c'est Boeing, c'est Rolls-Royce, c'est toute cette industrie-là. Pour le coup, si on veut se spécialiser, on comprend que c'est chez vous qu'il faut aller, mais si justement on n'est pas trop sûr, on veut faire quelque chose de plutôt généraliste, c'est pas forcément chez vous, du coup, que je dois me diriger. Un MBA généraliste, ce n'est pas un MBA généraliste. Voilà. Le schéma que l'on a mis en place, ce n'est pas que un MBA généraliste. C'est un MBA qui a une partie 360 degrés du management, donc l'on peut qualifier de généraliste, mais qui derrière approfondit sur un parcours particulier. En termes d'employabilité, c'est ça qui compte. Parce que ce que demandent les boîtes pour recruter des gens qui vont avoir un retour sur investissement, c'est cette chose-là. C'est à la fois d'avoir quelqu'un qui est généraliste, mais qui est quand même très opérationnel sur un secteur. Et c'est une des difficultés des MBA. On passe à la question experte. Allez-y, vous pouvez la lire. Question experte. Réfléchissez hors du cadre. Quel cadre ? Alors, donnez-nous la définition du cadre selon Toulouse Business School. C'est relativement simple parce que si vous regardez à côté du logo Toulouse Business School, il y a quelque chose c'est écrit en anglais, il y est écrit Think and Create. On est obligé, dans nos écoles, de se poser des questions sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe dans l'économie en général, dans le monde, dans ces difficultés que l'on rencontre de tous les côtés aujourd'hui. Et on est amené à se dire, quand on est avec un petit peu de bouteille dans le métier, que ce qu'on a raconté à une époque, ça ne fonctionne plus tellement ou ça n'a plus tellement fonctionné. Et donc, il faut réfléchir à ce qui s'est passé, il faut en tirer des leçons et il faut remettre en question ce cadre dans lequel on a fonctionné pendant pas mal de temps. Donc pour vous, le cadre, c'est le passé. Donc le cadre, c'est cet environnement économique qui montre ses limites sur tout un tas de plans et qu'il faut faire évoluer, sans le faire exploser, en y allant progressivement, en y allant raisonnablement, mais les entreprises se posent des vraies questions sur ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises viennent nous solliciter pour qu'on les aide à réfléchir à ces façons de sortir du cadre. Un exemple, cette année dans l'Executive MBA, on a une entreprise qui nous a demandé de travailler pour elle sur un livre de recherche, puisque les étudiants font une contribution de recherche. On a mobilisé une dizaine d'étudiants. Le thème de ce bouquin-là, c'est la transversalité comme secret de la pérennité. Voilà.
Comment je peux faire? C'est un vrai titre de bouquin de recherche. Ouais, c'est un vrai titre de bouquin de recherche, mais c'est aussi un vrai titre de réalité pour une entreprise. Parce que si je ne fais que de l'industriel et si je ne me préoccupe pas de service, ça ne marchera pas. Donc si je ne sais pas mélanger les deux, je n'aurai pas, tel le dinosaure, de futur. La question que je me pose, moi, c'est finalement, tous les exécutifs MBA pourraient reprendre ce slogan, finalement, tout le monde veut réfléchir hors du cadre. Finalement, est-ce que revendiquer ça comme une particularité, c'est pas se fondre dans le nouveau moule de toute l'éducation exécutive? Mais c'est pas une particularité, c'est vous qui voulez le voir comme une particularité. C'est votre slogan, quand même. C'est notre slogan. C'est ce qui est écrit, en gros, sur une plaquette. C'est ce qu'on affiche. On dit, voilà, nous, on se positionne comme ça. On se positionne avec l'analyse de ce qui s'est passé, le recul sur ce qui s'est passé et la construction de modèles qui sont adaptés à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Ce serait très étonnant qu'on soit les seuls à réfléchir comme ça. Ce serait même inquiétant si on était les seuls. Donc votre slogan, finalement, tout le monde peut vous le voler, quoi. C'est pas forcément le voler, c'est tout le monde peut se l'approprier avec des façons différentes de se l'approprier. Nous, on le transforme de notre façon en impliquant nos étudiants dans cette production-là. C'est un ensemble de... Vous savez, quand vous allez dans un grand restaurant, quel que soit le grand restaurant, il y a une entrée, il y a un plat, il y a un dessert. Vous croyez qu'ils se copient tous? Et donc, c'est quoi votre plat de résistance à vous? Notre plat de résistance, c'est ce sur quoi on a parlé pendant pas mal de temps, les process workshops. Notre plat de résistance, parce qu'il y en a plusieurs, c'est aussi ces tracks de spécialisation. Notre plat de résistance, c'est cette animation particulière que l'on met dans les groupes d'étudiants pour arriver à faire ressortir la substantifique moelle de ces groupes de MBA. Voilà, c'est un ensemble de savoir-faire d'une équipe autour du MBA qui partage un ensemble de valeurs communes. Bonjour Monsieur Digou. Bonjour. Pour tirer le meilleur profit de l'exécutif d'MBA, combien d'heures conseillez-vous de consacrer au travail à la maison chaque soir? Alors, quels devoirs ils doivent faire? Alors, d'abord je prends juste la fin de la question. Au travail à la maison chaque soir. Ce n'est pas nécessairement du travail chaque soir, parce que chacun a son rythme. Donc il y a des gens qui travaillent tous les soirs, il y a des gens qui travaillent de façon bloquée dans la semaine, il y a... Non. Déjà, le rythme de l'exécutif MBA s'étale sur combien de jours? Combien de jours de cours? C'est 3 jours par mois, jeudi, vendredi, samedi, une fois par mois. Voilà. Plus sauf les semaines 5 semaines bloquées, 4 en réalité, puisqu'il y en a une qui est sur Internet. Voilà. Donc le rythme, c'est celui-là. L'autre soir, dans une séance de présentation où on invite à chaque fois des diplômés et des étudiants qui sont, ce qu'on est en train de faire là, mais en face à face physique avec des gens qui se posent des questions sur le MBA, la question a été posée. Et un étudiant a dit qu'il fallait compter pour un séminaire de 4 heures de cours, 1 heure de plus de travail. Voilà. C'est à peu près le temps qu'il a donné en complément. Donc ce n'est pas un travail insurmontable. Il y a certains exécutifs MBA qui préviennent en disant voilà, c'est une énorme charge de travail, il faut être prêt à s'impliquer. Ce n'est pas forcément le cas de cet exécutif MBA. On n'a jamais eu de mort, si c'est la question, donc c'est complètement surmontable. Il ne s'agit pas de faire peur de façon démesurée aux gens. C'est du travail, mais ce n'est pas infaisable et... on ne vous promettra pas du sang et des larmes pendant 18 mois. Voilà. Donc, c'est peut-être une façon de se différencier. Par contre, il me semble qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est un vrai projet qui implique tout l'écosystème du candidat, tout l'environnement du candidat. Ça veut dire la famille et ça veut dire l'entreprise. Il faut savoir que pendant 3 jours par mois, vous ne serez pas à l'entreprise, au moins 2 jours travaillés le jeudi et le vendredi. Samedi, en principe, les gens ne travaillent pas. Donc, ça suppose que il faudra vous arranger pour que le travail qu'on ne donnera pas aux autres pendant cette période-là, vous le ferez à un autre moment. Et il faut savoir que familialement, c'est vraiment quelque chose de particulier à un MBA. Et ça, je crois que, quelle que soit l'école, c'est assez vrai. Donc, ça veut dire que ce projet-là, il se mûrit, il se réfléchit, il se discute en famille, et il se mûrit, il se réfléchit, il se discute avec les gens de l'environnement professionnel. J'en reviens à votre étudiant qui répondait à la même question. Quel type de travail à la maison les 4 heures de séminaire impliquent? Est-ce que c'est des sessions Skype avec ses collègues? Est-ce que c'est des livres à lire? Comment ça se matérialise? Alors, tout séminaire de 15 heures commence par une 30aine de pages de lecture sur le séminaire que vous devez préparer avant.
Et comme on est très scolaire, le premier quart d'heure de cours, c'est un QCM pour vérifier si vous avez bien lu les choses. Donc, voilà. Contrôle à chaque cours. Donc, contrôle à chaque cours. Les gens s'y mettent de bonne grâce. Ça a un gros avantage, c'est que puisque tout à l'heure, je vous disais qu'on avait des publics hétérogènes, eh bien, ça permet, en début de session, de savoir que tout le monde a un socle commun et qu'on peut partir, l'intervenant peut partir de ce socle commun pour faire son cours. Donc là, c'est déjà un premier type de travail. C'est de la lecture d'une 15-30 pages sur le sujet. Ensuite, c'est un ensemble de travaux que vous avez à réaliser pendant le parcours. Vous avez des livres à lire et à résumer sous forme de fiches de lecture. Vous avez des articles à compiler et à lire, à résumer sous forme de fiches spécifiques. Vous avez une contribution de recherche. Vous avez un executive project, qui est un projet concret réalisé à plusieurs étudiants. Et vous avez un mémoire de MBA. Voilà les travaux du MBA. Évidemment, le mémoire est fortement mobilisateur. C'est pour ça que les cours durent 18 mois et que les 6 derniers mois sont consacrés à la finalisation du mémoire. Donc pendant 6 mois, on n'a pas de cours séminaire. Il n'y a pas de cours. Il y a quelques séminaires qui sont consacrés à la mise en forme du mémoire et à la présentation du mémoire. Mais il n'y a plus. Donc c'est vraiment une partie importante de la formation, ce mémoire. Oui. C'est 40% des points de coef. C'est un mémoire qui est forcément appliqué à une problématique de son entreprise actuelle. Ça peut être autre chose. Non, pas nécessairement. Non. C'est vraiment libre le choix. Oui, c'est libre le choix sous réserve de réfléchir hors du cadre dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc c'est cet élément-là qui fait la validation du mémoire. Quel retour sur investissement pour cet exécutif MBA en termes de salaire? Alors, dans les slogans de TBS et dans les slogans partagés par l'équipe avec laquelle je travaille sur le MBA, il y a « Value for Money ». Nous recevons de l'argent parce que vous venez vous inscrire en MBA chez nous. Donc vous avez 25 000 euros. 25 000 euros. Nous recevons, au-delà de l'argent, je dirais un mot sur l'argent tout à l'heure. Nous recevons du temps, de l'investissement, etc. Oui, c'est un investissement à la fois financier, personnel, en termes de temps, surtout familial, personnel, professionnel. Oui. Et puis, c'est one shot. On n'a pas... Alors, on prend cet exemple parce qu'on est à Toulouse et que ça parle un peu à tout le monde. Vous êtes professionnellement, quand vous avez entre 8 et 10 ans d'expérience professionnelle, vous êtes sur une orbite. Et vous avez envie de monter sur l'orbite supérieure. Vous avez un moteur à poudre, il faut appuyer sur le bouton pour, au bon moment, donner l'impulsion qui va vous amener sur l'orbite supérieure. Vous n'avez qu'un moteur à poudre. Vous n'avez pas la chance d'appuyer 2 fois sur le bouton, donc il ne faut pas se louper. Et quand on parlait d'entretien de sélection tout à l'heure, un certain nombre de fois dans les entretiens de sélection, on sort de cet entretien, les 3 personnes, le candidat et les 2 personnes, un prof plus un recruteur qui a discuté avec lui, on sort de cette heure de sélection en disant c'est pas le moment. C'est trop tôt pour le faire, c'est pas le bon environnement, c'est pas... Vous voulez pas répondre à la question, le retour sur investissement? Je vais y répondre. Je suis en train d'y répondre. Donc ça veut dire que je ne vous dirai pas vous aurez 30% d'augmentation de salaire. Les gens qui disent ça, c'est faux. On ne peut pas le garantir, absolument pas. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que la très très large majorité de nos étudiants disent, après le MBA, qu'ils se sont transformés complètement. Ils se sont transformés professionnellement, ils se sont transformés humainement, ils ont mûri, ils ont maturé, et effectivement, ils ont une évolution professionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez quand même une moyenne en termes de salaire? Vous ne faites pas de moyenne du tout? Si, je peux vous dire qu'on a tant d'augmentation sur nos étudiants. Dites-nous. Non, je ne peux pas vous donner le chiffre, ça n'a pas de sens. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on mesure un certain nombre de choses. Par exemple, y compris avec des moyens qui sont peu courants. Par exemple, on pratique quelque chose qui s'appelle les tests de convergence de script. Un test de convergence de script, c'est pour essayer d'évaluer les éléments qui ne sont pas quantitatifs. Votre capacité à prendre une décision professionnelle, comment a-t-elle évolué entre le moment où vous êtes rentré dans le MBA et le moment où vous êtes sorti du MBA. Je sais mesurer si vous êtes meilleur en analyse financière et comptable. Je ne sais pas mesurer votre capacité à évoluer sur la prise de décision. Donc on a repris un certain nombre de choses qui se pratiquent dans certaines universités plutôt au nord et plutôt dans le domaine de la médecine, sur des prises de décision de diagnostic médical. On les a adaptées à la gestion. On fait passer un test à l'entrée dans le programme, avant que le programme démarre, sur des prises de décision. Vous avez un certain nombre de situations, vous prenez des décisions.
On compare ça avec un panel d'experts qui a été amené à prendre des décisions. Et on refait la même chose à la sortie du programme pour vous montrer comment vous avez évolué dans vos prises de décision. Donc voilà. Et là, alors, comment ? On sait montrer qu'il y a une évolution dans la capacité à prendre des décisions. C'est-à-dire des meilleures décisions, des décisions plus rapides, c'est-à-dire... Elles sont plus rapides, elles sont plus sécurisées, elles sont plus innovantes, elles se rapprochent plus de ce panel d'experts que ce que vous saviez faire au départ. Et concrètement, le avant-après de vos étudiants de la promotion passée, vous pouvez nous donner quelques exemples? Voilà, un étudiant qui rentrait, il faisait ça, maintenant il fait ça, en termes de hausse de responsabilité peut-être? J'étais ingénieur d'affaires, avant-vente. Aujourd'hui, je manage une équipe qui répond à des appels d'offres et qui est la cellule spécialisée de réponse à des appels d'offres. Ça, c'est un exemple réel d'un étudiant qui est rentré? D'un étudiant qui a obtenu son diplôme l'an dernier. Je suis rentré, j'étais dans le département marketing. Aujourd'hui, je dirige la business unit qui est mise en place à Singapour. On m'a envoyé dans le MBA pour ça, parce que j'étais dans un service marketing, j'étais bon dans mes activités professionnelles de service marketing, j'ai eu besoin de prendre de la maturité pour pouvoir aller diriger une business unit à l'étranger. Voilà des exemples. C'est pour ça qu'en termes de salaire, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens de donner des salaires. Je vous assure que les gens sont très friands des hausses de salaire. Je le comprends. Quand on met des sous quelque part, on veut savoir combien on va gagner. C'est rassurant d'entendre un chiffre, même si c'est faux. C'est impossible de répondre. Il y a un tel écart, un tel éventail. Le créateur d'entreprise qui est venu dans le MBA, il ne va pas gagner plus. Par contre, son entreprise va continuer à exister. Comment je fais pour vous le chiffrer, ça ? Voilà. Et je vous garantis, là, qu'il y a quelques exemples très, très identifiés d'entreprises où le fait d'avoir fait un MBA, le fait d'avoir mis en place des connexions professionnelles pendant le MBA, leur a garanti la pérennité de leur entreprise. De quelle manière abordez-vous le développement personnel dans la formation ? Alors, on aborde le développement personnel dans la formation avec un éventail de dispositifs dont je vous ai parlé pour certains. Donc vous avez parlé du coaching. Je reprends le coaching individuel qui est très important. Ça commence en fait dès la sélection. Ça se passe comment? On choisit son coach? Non. C'est vous qui l'imposez? Oui. C'est le même coach pour tout le monde ou bien c'est un coach par personne? Non, c'est un panel de coachs. Il y a 5 personnes qui travaillent avec nous, qui sont tous extérieurs à l'école, qui sont tous des recruteurs et des chasseurs de tête professionnels et qui travaillent individuellement avec chaque candidat. C'est un process complet qui se déroule pendant les 18 mois de la formation. Moi, je vois individuellement dans le parcours chaque personne en face à face dans ce parcours de coaching. Donc, il y a tout un dispositif qui est construit autour de ça. On commence par donc la sélection, je vous disais, où on essaie de définir ensemble quels sont les objectifs que l'on va se donner, quels sont vos éléments à vous de retour sur investissement. Ce qui nous permettra à la fin de voir si on a atteint ou pas les objectifs. Donc ça commence avant même de rentrer. Quand vous êtes rentré, vous avez un ensemble de tests de personnalité qui vous permettent de savoir quel est votre comportement managérial. Alors des tests qui sont connus, MBTI par exemple, qui est un test que l'on utilise à la fois pour le profil du groupe et puis pour le profil individuel. On a un autre test qui s'appelle performance et on a ces fameux tests de convergence de script. Qu'est-ce que vous leur donnez en plus? Parce que faire des tests pour tout ça, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Vous avez besoin, faire un test en soi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de poser le résultat sur la table et de le débriefer avec quelqu'un qui a un éclairage sur ce test-là et qui, de ce qu'il voit dans le test, va vous faire prendre conscience de certains de vos comportements et va vous pointer des facteurs d'amélioration dans ces comportements-là. Mais est-ce que ça suffit vraiment d'avoir quelqu'un qui nous pointe du doigt nos défauts? Non. Si on ne peut pas le mettre en pratique, finalement, c'est juste un avis supplémentaire. Absolument. C'est pour ça que vous le mettrez en pratique de façon très concrète dans des process workshops. Quand vous présenterez à un comité directeur les recommandations stratégiques que vous faites pour sa boîte, vous serez en situation de présenter et de convaincre sur quelque chose. On n'a pas le droit à l'erreur dans les process workshops. Pour le coup, vous disiez, il y a une obligation de résultat. C'est un peu intimidant de devoir mettre en pratique des choses qu'on nous a dites en séance de coaching et de savoir qu'on ne peut pas se tromper. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire des simulations où chacun peut dire un peu ce qu'il veut, faire des erreurs, se tromper? Et on fait aussi des simulations, mais à ce moment-là, ce n'est pas des process workshops. Ce sont des cours et des études de cas traditionnelles. Une étude de cas traditionnelle, vous pouvez vous tromper, c'est un bac à sable. On est entre nous, les portes sont fermées, ça se passe dans une salle de cours, personne ne le verra. Un process workshop, quand c'est le PDG de Lafarge Afrique, il ne faut pas se tromper.
Voilà. Ou alors, il faut se tromper comme ces cadres ont le droit de se tromper. Et en tous les cas, quand on ne sait pas, quand on a des doutes, quand il y a plusieurs hypothèses, il faut assumer de dire, il y a un doute, il y a plusieurs hypothèses, il faudra compléter avec ça et ça. Ça fait partie de ce que doit savoir faire un bon manager à ce niveau-là. Ça s'apprend en le pratiquant. Pouvez-vous m'en dire plus sur la façon dont votre triple réseau fonctionne ? C'est quoi ce triple réseau ? Alors, le triple réseau, c'est un réseau qui s'appuie sur plusieurs campus, qui s'appuie sur les diplômés, évidemment, du programme, et qui s'appuie sur les entreprises qui sont partie prenante du programme. Donc, c'est un réseau, en fait. C'est un classique. triple réseau. Alors, tout le monde appelle ça réseau, vous appelez ça triple réseau, mais il y a toujours les diplômés, les campus et les intervenants du programme. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait ses propres campus managés par eux-mêmes depuis plus de 25 ans à l'étranger. Oui, mais pour le coup, les diplômés, les intervenants, ça, c'est dans le cas dans tous les programmes. Alors, je n'ai pas dit les intervenants, j'ai dit les entreprises. Parce qu'une entreprise qui s'implique dans un process workshop, ça veut dire que, grosso modo, elle nous délègue une équipe pendant 6 mois pour bosser avec nous. Et que quand on arrive avec une vraie question d'entreprise, on l'a décortiquée avant. Donc, il a fallu qu'elle s'implique là-dedans. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui vous proposent des process workshops ? Je vous ai parlé des Bottes Le Chameau, je vous ai parlé de cette entreprise de l'agroalimentaire dont je ne peux pas dire le nom parce que la joint venture est en train d'être mise en place. Lafarge Afrique. Lafarge Afrique, ils nous ont proposé un sujet qui était vraiment intéressant. L'Afrique se développe énormément en termes de construction, donc il faut creuser, il faut aller chercher du gravier pour faire du béton, etc. Et quand on a fini, il y a une zone dans laquelle il y a des trous partout, il y a la nappe phréatique qui est à jour et qui s'évapore et on ne sait pas quoi faire de ces trous-là. Donc la question c'était comment je peux arriver à valoriser cette chose-là pour les pays dans lesquels je l'ai fait. À valoriser les trous, vous voulez dire ? Valoriser ces trous, qui ont détruit le paysage, ou du moins abîmé le paysage, et dont on ne sait que faire. Eh bien, il y a eu tout un tas de propositions sur de la valorisation en matière agricole de ces choses qui sont creusées, donc à l'abri du vent, donc à l'abri de l'érosion, avec de l'eau à l'intérieur. Et ce qui a été proposé par nos étudiants a effectivement été mis en place. Et aujourd'hui, on voit fonctionner dans 2 pays africains, la Côte d'Ivoire et le Maroc, des expérimentations que Lafarge a retenues sur ces choses-là. C'est des cultures en terrasse, en fait. Voilà, enterrer la terrasse. Pour revenir au réseau, comment il fonctionne concrètement ? Moi, je suis participant de cet executive MBA, je veux m'appuyer sur votre réseau, comment ça se passe ? Est-ce que vous me donnez des numéros de téléphone ? Comment je fais concrètement ? Pour le réseau des étudiants, il y a 30 000 diplômés dans le TBS. Vous avez très concrètement un accès privilégié à la base de données de ces gens-là et vous allez pouvoir les contacter par mail. Et ça fonctionne vraiment ? Ils répondent ? C'est pas la bonne méthode. Oui, je suis en train de vous dire, ça ne marche pas la bonne. Non, il ne faut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche dans un certain nombre de cas. Mais si vous balancez du spam de tous les côtés, ça ne marchera pas. Par contre, vous allez les rencontrer une fois par mois dans des conférences que l'on organise autour du MBA. Vous allez les rencontrer. Vous allez les rencontrer parce qu'on les invite à venir suivre un certain nombre de cours. Nos modules, un certain nombre de modules du MBA sont ouverts à des diplômés du MBA. Vous vous retrouvez dans votre parcours innovation et créativité avec des gens qui ont fait le MBA il y a 3 ans ou il y a 4 ans, à qui on a proposé de venir faire un complément de formation sur ces choses-là. Donc on essaie de faire de mettre à proximité. Voilà. Notre devoir, c'est de vous faciliter les connexions. Après, la connexion, elle se fait ou elle ne se fait pas, on n'y est pour rien, parce que ça dépend de vous, étudiant, et ça dépend de lui, diplômé de TBS. Et pour le coup, ça peut fonctionner. Une fois que je suis diplômé, c'est-à-dire que je peux revenir suivre les cours, oui. Vous m'invitez gratuitement, je n'ai pas besoin de repayer. Oui. Pour tous les diplômés. Non, gratuitement, non. Je vous donne un exemple, c'est la séquence de cours, c'est 500 € si vous n'êtes pas diplômé, c'est 350 si vous êtes diplômé non adhérent à l'association, et c'est 150 si vous êtes adhérent à l'association. Donc c'est complètement symbolique, parce que 150 € si vous regardez dans les catalogues de formation continue, ça n'existe pas. Mais on se dit, c'est un peu le principe de la psychanalyse, si c'est gratuit, c'est pas bon. Donc il faut impliquer les gens, et c'est pour ça qu'on a choisi ce prix qui est un prix symbolique, mais qui surtout a l'intérêt de nous mettre au contact de ce réseau de diplômés qui est vraiment important.
Diplômé, la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est venu dans une conférence, c'est un monsieur qui est diplômé de l'école et qui a été DRH Monde d'une des plus grandes sociétés de conseil qui puisse exister. Voilà. Alors à la fin de la conférence, je vous garantis qu'il a eu une nuée d'étudiants du MBA du Track Consulting qui sont venus autour de lui discuter avec lui. C'est ça. Notre métier, c'est de favoriser ces situations-là. Et plus si affinité après. On passe à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Question décalée. On a l'impression que tous les exécutifs MBA sélectionnent la même personne pour orner la première page de leur brochure, un homme à lunettes. Pourquoi ? Et c'est vrai que quand on regarde les brochures des exécutifs MBA, il y a toujours un homme à lunettes en première page. Je vais faire une réponse décalée. Hein. Allez-y. Vous êtes gentil avec moi parce que sur votre écran, vous avez mis des polices de caractère qui sont comme ça. Ce qui est bien parce qu'à 50 ans, on perd un pourcentage tous les ans de son acuité visuelle. Ça veut peut-être dire que dans un exécutif MBA, on a des gens qui ont entre 35 et 50 ans, qui ont perdu une partie de leur acuité visuelle et que donc ils ont des lunettes. Et pour le coup, un homme, il y a beaucoup d'hommes dans votre exécutif MBA ? Il y a une majorité d'hommes. Oui. Il y a combien de pourcents, de quelle proportion de femmes à peu sur près ? Les 31 étudiants qui sont aujourd'hui en formation à Toulouse, il y a 5 femmes. À Casablanca, sur les 27 étudiants, il y a 4 femmes. C'est pas beaucoup ? C'est pas beaucoup. Mais c'est pas de ma faute. Ça vous préoccupe pas plus que ça ? Il y a certains sûr. exécutifs MBA qui nous disent on veut plus de femmes, on met des scholarships en place. C'est votre cas aussi ? C'est pas une histoire de scholarship. C'est pas une histoire de bourse. Il faudra qu'on en parle de ça à un moment donné, hein, sur l'idée de retour sur investissement. Je trouve que trop souvent, on pose le problème du MBA en termes de prix. Sur un investissement en entreprise, quand on a monté, géré des entreprises, eh bien on sait qu'on réfléchit d'abord sur le retour sur investissement. Est-ce que cet investissement-là est absolument nécessaire pour moi ? Si oui, quand on va se faire le retour sur investissement et comment on va se faire le retour sur investissement ? Une fois que je suis convaincu de ces éléments-là, je me donne les moyens d'aller chercher le financement. Voilà. Alors, avec un prix raisonnable et raisonné, 25 000 €, c'est plus facile d'avoir le retour sur investissement. Je trouve qu'il y a des prix sur lesquels le retour sur investissement doit être assez difficile à calculer. Je ne nommerai personne et surtout pas les écoles qui étaient tout à l'heure dans la question. Donc, c'est pas un problème de bourse. Ce serait dommage, la discrimination positive, c'est dommage de devoir en arriver là. S'il y a des bons candidats, on les prend. S'il n'y a pas des bons candidats à ce moment-là pour ce programme-là, j'aurais pas plus de réticence à le dire à un homme qu'à une femme. Je m'en voudrais énormément de penser qu'il me faut absolument une femme de plus parce que dans les classements, ça va être une bonne chose. Voilà. Donc jusqu'à présent, on a la chance de ne pas le faire, on a la chance d'avoir une direction qui ne nous pousse pas à faire ça. Ça reflète ce qu'est aujourd'hui la société civile dans les entreprises avec, c'est vrai et c'est malheureux, une disproportion entre les hommes et les femmes. 3 ans d'expérience professionnelle, n'est-ce pas trop peu ? A-t-on vraiment le recul nécessaire pour entrer dans un executive MBA ? Cela ne risque-t-il pas de pénaliser le groupe entier ? Il n'y a aucun étudiant dans notre executive MBA qui a 3 ans d'expérience professionnelle. C'est ce qui est écrit sur la brochette. Sur la brochette, vous avez faim, dis donc. Sur la brochette d'étudiants que nous avons, voilà. Sur la brochette d'étudiants que nous avons, aucun n'a 3 ans d'expérience professionnelle. Concrètement, si je veux entrer avec 3 ans d'expérience professionnelle, c'est pas possible. Non, je sais pas que c'est pas possible. Ça pourrait éventuellement arriver. Ce que je vous demanderai, c'est de prouver au jury que vous aurez en face, dans la discussion que vous aurez avec le mot jury n'est pas approprié, mais dans la discussion que vous aurez avec ces 2 personnes, c'est de montrer que vous avez eu la capacité à gérer des ressources. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, des hommes, du temps, du matériel, des délais, voilà. Alors si ça s'est fait en 3 ans, parce que pendant 3 ans, vous avez créé une entreprise, vous avez accumulé de l'expérience, pourquoi pas ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la moyenne, elle est nettement au-dessus de ça. Et vous avez déjà eu des participants qui sont entrés avec 3 ans d'expérience ? Oui, c'est arrivé une fois, oui.
Il y a un étudiant, enfin, là, comme ça, je me souviens d'un étudiant. Quand j'ai lu la question, j'ai pensé à lui. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple créateur d'entreprise. Parce que c'est quelqu'un qui avait 3 ans de création d'entreprise et sur un projet où il a vraiment fait tout le tour en allant chercher les capitaux, en implantant une structure de production, en le développant à l'international, en mettant en place le réseau de commercialisation. Donc oui, on l'a intégré et ça s'est très très bien passé. Le petit jeune n'a eu aucune difficulté à travailler avec les seniors qui ont des lunettes et qui ont du mal à voir les polices de caractère. Et vous disiez, juste pour le rappel, c'est la moyenne d'expérience professionnelle est située autour de... Dans la dernière accréditation en bas que l'on a faite, c'était 10,8 années d'expérience professionnelle. Faire attention à cette moyenne, parce qu'il y a des choses qui sont très... la norme, on va dire, la norme c'est autour de 8 ans. Voilà, entre 8 et 12, c'est la norme. Après, il y a des choses qui sont, il y a des profils qui sont au-dessus. Je vous ai parlé tout à l'heure du DSI, qui lui avait pratiquement une trentaine d'années d'expérience. Et ça, c'est des exceptions. Oui, oui. Mais qui plombe la moyenne parce qu'on est sur des petits effectifs. Il ne va pas être content sur si vous dites plomber la moyenne. moyenne. Celle-là, elle n'est pas grave. Qui plombe la moyenne parce qu'on est sur des petites cohortes de 30 étudiants. Faut-il parler chinois pour suivre cet executive MBA à Guangzhou ? Non, parce qu'il est en anglais, donc il faut parler anglais si vous voulez suivre. Donc vous proposez aussi l'executive MBA à Guangzhou ? Il n'existe pas à Guangzhou, c'est un DBA qui existe à Guangzhou. Donc c'est pas l'executive MBA, non. clairement. C'est un doctorat qui est la suite du MBA pour certains étudiants, mais qui est en anglais. Et c'est consacré à quel secteur, ce DBA ? C'est sur un secteur en particulier ? C'est pas sur un secteur, non. C'est vraiment de l'apprentissage sur la recherche, oui. D'accord. Par la recherche. Ceci étant, si vous allez vivre à Guangzhou pendant 4 ans pour faire un DBA, il vaut mieux parler chinois pour aller acheter à manger quand même. J'ai lu que vous portiez un intérêt particulier aux compétences de leadership. Je ne suis pas un leader né, et c'est justement quelque chose qui me pénalise dans mon travail. Cela pourrait-il me désavantager par rapport aux autres ? Eh bien, si on fait bien notre boulot, c'est-à-dire si on vous a sélectionné et si on a dit que vous aviez votre place dans l'executive MBA. Si vous faites bien votre boulot, c'est-à-dire que sans état d'âme, vous plongez dans ces 18 mois de formation plus 6 mois de finalisation, au bout, vous verrez la transformation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on comprend la crainte de ce participant, de la personne qui pose la question, à savoir, je vais me retrouver avec des managers, certains à fort caractère, si je suis plutôt timide, comment je vais faire ? Est-ce que je ne vais pas être écrasé finalement ? Alors ça, si vous permettez, c'est le cliché des plaquettes des grandes écoles. Parce que l'idée que tous les managers sont hyper charismatiques, complètement extravertis, des bêtes de gestion qui dorment 2 heures par nuit et qui cavalent autour de la planète, c'est du gros cliché, qui va bien avec l'augmentation de salaire dont vous parliez tout à l'heure. Nous, c'est pas ça. C'est des gens normaux, qui dirigent des entreprises normales, qui vivent sur la durée normalement. Voilà. Et effectivement, cette image-là d'un ailleurs inaccessible, c'est quelque chose contre quoi on doit lutter. Parce qu'il y a chez tout le monde des freins normaux. Moi, quand je m'assieds sur un siège devant une caméra avec une journaliste qui va me charcuter, je suis angoissé, c'est normal. Mais le tout, c'est d'être conscient de ce qui se passe, de ses forces, de ses faiblesses, et de pouvoir faire avec. Donc notre travail dans l'accompagnement sur le MBA, c'est ça. C'est de faire un diagnostic avec vous de ce que vous êtes, de voir comment on peut au mieux, obligation de moyens, vous accompagner dans la progression et faire que concrètement au bout, vous aurez changé. Et c'est un vrai produit en transformation. Donc vous prenez quand même ça beaucoup en compte, si je comprends bien vos propos. Bien sûr. Vous avez des candidats comme ça qui arrivent et qui vous disent « Moi, je ne suis pas un leader né, je ne suis pas très charismatique. » Non, parce qu'ils ne le disent pas. Par contre, ça se voit. Et il y en a un qui... alors là aussi, vous voyez, au fur et à mesure où je parle, j'ai des exemples qui remontent des années de MBA. Il y a une personne qui a fait le MBA il y a quelques années, qui était un capitaine parachutiste. Dans l'armée. Dans l'armée, force 1. Et a priori, pas quelqu'un de timide, et c'est quelqu'un qui avait des difficultés énormes
dans le management, justement, de par un manque d'assurance de soi, qu'il arrivait dans l'action à dépasser, mais qui, sur le management, lui posait problème. Et on a vraiment travaillé sur ça, et cette personne-là, je continue à avoir, a vraiment eu une transformation très très importante de sa personnalité. Et aujourd'hui, il est dans une entreprise où il dirige un service qui a plus d'une centaine de personnes sans aucune difficulté majeure. Voilà. Valide-t-on obligatoirement l'executive master en même temps que l'executive MBA? C'est quoi cet executive master? Alors, l'executive master, c'est le programme grande école en formation continue. On a la possibilité, quand on fait le MBA, de faire en complément le programme grande école, pour certaines personnes à qui ça correspond. Certaines personnes qui n'ont pas eu de diplôme grande école. Qui n'ont pas eu de diplôme d'État grande école, par exemple. Quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, ça ne se justifie pas. Et l'autre sens est vrai. C'est-à-dire que des gens qui font l'executive master peuvent aussi, avec un complément, valider le MBA. En parallèle, c'est un peu chaud parce que ça fait quasiment 200 heures de cours en plus, donc sur 2 ans, il faut être sûr de pouvoir l'assumer. Ou après, on a la possibilité pendant 3 ans de faire le complément pour obtenir cette chose-là. Donc pour répondre à votre question, valide-t-on obligatoirement? Non, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien avoir le MBA et pas le master ou le master et pas le MBA. Par exemple, l'executive master, c'est exactement les mêmes règles que le programme grande école. C'est-à-dire qu'il faut 830 au TOEIC en sortie. Si vous n'avez pas 830 au TOEIC, vous ne pouvez pas valider votre programme. Concrètement, il y a des examens à passer. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour le coup, est-ce qu'une fois qu'on est admis dans l'executive MBA, on a besoin de postuler à part pour cet executive master? Oui. Donc c'est vraiment 2 choses séparées. Oui. Et vous disiez faire les 2 en même temps, ça demande une charge de travail conséquente. Est-ce que c'est possible quand même? Oui, c'est possible. Cette année, du MBA vers le master, il y a 5 personnes qui le font. Et du master vers le MBA, il y a 4 personnes qui le font. Donc au total, il y a 9 étudiants qui font ce schéma-là. Et donc l'unique intérêt de faire les 2, c'est d'obtenir un diplôme pour quelqu'un qui n'avait pas de diplôme de grande école, c'est ça? C'est ça, c'est aussi une façon différente d'aborder les matières. Un programme grande école, on rentre plus dans le détail des fondamentaux de la gestion. Voilà. Donc si on n'est pas forcément, si on n'a pas vu les fondamentaux de la gestion à l'école, pour le coup, ça peut être une bonne option? Ça peut être une option, oui. Le partenariat avec le syndicat des sociétés de conseil nous assure-t-il de trouver un poste à la sortie? Non. Ah, c'est bien, c'est une réponse claire. On aime bien. Ce serait gravissime qu'une formation garantisse un emploi à la sortie. Alors ça me permet quoi du coup? Ça s'appelle des emplois aidés et ça ne s'appelle pas des MBA. Alors ça permet quoi? Ça permet d'avoir un complément de financement, puisqu'il y a une partie qui est prise en charge par le syndicat, la structure, l'OPCA qui... Donc ça, c'est pas quelque chose qui sert à l'étudiant lui-même. Lui, il paye 25 000 euros par Ça prend en charge une partie de ses frais de scolarité. Ça prend en charge une partie des 25 000 euros. Ça lui sert, oui. Ça sur la base d'un combien, dossier. Ça dépend, ça peut monter jusqu'à 19 000 euros. Mais c'est variable avec un plafond qui est à 19 000. Par contre, le partenariat avec les syndicats des sociétés de conseil, ça permet d'avoir des intervenants, ça permet d'aller dans les majors du conseil faire des process workshops. Donc ça permet vraiment d'être impliqué au cœur des activités de conseil. Donc ça vous met en situation favorable pour effectivement trouver un emploi. Donc si la question était est-ce que ça nous met en situation favorable pour, la réponse serait oui. La garantie, ce ne serait pas honnête de vous dire à 100% vous aurez un boulot. Et c'est quelle proportion de vos diplômés qui s'orientent dans les métiers du conseil? C'est entre 1/4 et 1/3 de la promotion à peu près. Ça ne veut pas dire qu'ils font le track consulting. Parce qu'il y a des gens qui font le track aérospace pour aller faire du conseil dans l'aéronautique et qui sont aussi dans ce pourcentage que je vous donnais. Avez-vous abandonné le programme en Moldavie? Non, on n'a pas abandonné le programme en Moldavie. Donc, Moldavie, capitale Chisinau, ça c'est pour la géographie. Nous avons mis en place un MBA à la demande d'un certain nombre de sociétés françaises qui sont présentes sur place et qui nous ont demandé de déployer le MBA sur place.
Il est entièrement en anglais, le MBA localement. Il a exactement le même schéma que celui que je vous ai présenté là. Il n'est pas abandonné du tout, il en est à sa deuxième Apparemment, promotion. il n'est pas mis en valeur sur votre site si la personne n'a pas pu trouver d'informations à ce sujet. Pourtant, il y est, mais effectivement, c'est pas. On suppose que sur le site en français, il y a peu de Moldaves qui viennent visiter, donc je pense que ça doit être pour ça. C'est plutôt à destination des Moldaves pour le coup. Ah oui, c'est local, c'est-à-dire que nous envoyons nos professeurs sur place. Nous avons, ça a entièrement lieu à Chisinau en Moldavie, sauf les 5 semaines de regroupement qui, elles, se font dans les campus. Jacques, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vais vous laisser quelques mots de conclusion si vous voulez ajouter quelque chose. Si je devais ajouter quelque chose, je vous dirais de bien réfléchir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous qui vous posez la question de faire un MBA. Est-ce que c'est le bon moment? Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce que c'est le bon programme en termes de profil de candidats? Est-ce que c'est le bon rythme par rapport à une formation exécutive? Et puis, est-ce que j'ai bien mis en œuvre ce projet-là en discutant avec mon environnement professionnel, si c'est un projet qui s'intègre dans l'entreprise, et familial, parce que ça va être un investissement lourd. Encore une fois, ce n'est pas infaisable du tout. Il ne faut pas affoler les gens sur des choses en agitant des chiffons rouges qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est un gros investissement. Ça veut dire qu'il faut en parler dans son environnement familial. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir posé toutes vos questions. Vous avez fait passer l'oral à TBS. On se retrouve bientôt pour un nouvel oral sur Campus Chanel.